Bonjour à tous. Comme nous l'avons vu précédemment, désormais la législation s'étend pratiquement à l'ensemble des techniques de la filière vitivinicole, essentiellement dans un contexte de préservation de l'environnement et de ses ressources. D'autre part, le développement durable aujourd'hui est devenu un réel outil de communication et reste l'enjeu majeur de la viticulture et de l'œnologie. C'est pourquoi l'IFV a ressenti le besoin d'établir un état des lieux des avancées du durable vitivinicole international afin d'étudier les diverses stratégies des différents pays, donc notamment l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Californie, la Suisse et le Chili ont été sélectionnés parmi les vignobles mondiaux pour leur contexte complètement différent. Une analyse des diverses actions a notamment été réalisée et souligne la diversité des méthodes, conduisant à des stratégies nationales diversifiées. Donc, la plupart des cahiers des charges font l'objet d'un processus d'évaluation multicritères dans différents domaines. D'accord. Donc, parallèlement, le développement durable étant un enjeu de la viticulture, il est important d'en assurer la promotion sur la base de la résolution de l'OIV, tant vis-à-vis des professionnels que du grand public, ainsi que d'en assurer la communication. Aujourd'hui, le consommateur réclame un produit aux qualités multiples, économiquement accessible, qualitatif, sain, sûr et respectueux de l'environnement dans son élaboration. En Afrique du Sud, les lignes de conduite sont basées sur le respect de l'environnement tout en préservant la rentabilité financière, bien sûr. L'Integrated Production of Wine a adopté une stratégie complète comprenant l'ensemble des aspects de la production de raisins jusqu'à l'élaboration du vin. Donc, par ce biais, elle a acquis une place privilégiée sur de nombreux marchés, un consommateur de plus en plus sensible à la préservation de l'environnement, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis notamment, et donc a réussi un challenge motivant et non contraint, car les coûts supplémentaires engendrés sont compensés par le développement des ventes. Donc on arrive à un système de points alloués par catégorie, donc 15 catégories en viticulture. Les catégories sont faites selon les grandes lignes, l'irrigation, la nutrition, la taille, etc. Et c'est un système qui est relativement strict, puisque en fait, si on n'atteint pas 60% des exigences, il y a le retrait de la certification. Donc si le score est inférieur à 60%, si les produits sanitaires non recommandés sont utilisés et les périodes de traitement non respectées. Les résidus interdits sont trouvés dans les raisins, c'est également un critère rédhibitoire. Donc même principe pour les chais, dont il y a 13 catégories. Donc le système est lié à BWI, Biodiversity and Wine Initiative, une organisation dont le but est de minimiser la menace des espèces endémiques et de contribuer à la viticulture durable. Donc là, vous avez l'étiquette représentant la certification avec les différents points d'obligation qui sont mentionnés. Donc le système est lié à la BWI, Biodiversity and Wine Initiative, dont l'organisation est dans le but de minimiser la menace des espèces endémiques, comme je viens de le dire, et également liée à une ONG internationale que tout le monde connaît, WWF, dans une région listée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où la biodiversité sert en fait à mieux gérer les désastres environnementaux et écologiques, tels que les inondations, la sécheresse, l'érosion, les incendies. En fait, la ville du Cap a pour objectif en 2014
de dépasser la demande de disponibilité en eau. Donc on passe en Australie, dont ma collègue Irina va vous expliquer après plus en détail. Donc on fait un léger tour de ce qui se passe en Australie. En fait, quelques exemples de déclin des récifs coralliens, la salinisation des cours d'eau. En fait, c'est dans un contexte très différent. Il y a aussi un système libéral de plantation très industrialisé qui engendre des vignobles très importants et très mécanisés. Donc il faut savoir qu'en Australie, le mode de vie contribue à des impacts carbone élevés par habitant et que le pays est en outre confronté à des problèmes environnementaux majeurs. Donc comme je viens de dire, le déclin des récifs coralliens, la salinisation des cours d'eau, la surpêche, etc. Le tout dans des conditions climatiques difficiles. Notamment, quelques grands groupes aussi ont le contrôle presque total de la production, puisque 3 marques fait environ 78% de la production. Mais face à tout cela, le gouvernement vient de prendre l'engagement de réduire ses gaz à effet de serre de 5% d'ici à 2020. Donc, les principales clés stratégiques reposent essentiellement sur l'irrigation raisonnée et la gestion des sols, c'est-à-dire la surveillance de la composition du sol au niveau de la salinité et de la concentration en sodium. Donc les voisins, donc on passe en Nouvelle-Zélande. Je suis désolée, je suis obligée de passer très vite sur les pays, c'est vraiment les grandes lignes directives. Donc, qui ont émis le programme Carbone Zéro, donc tout comme en Australie. Les émissions de gaz à effet de serre sont mesurées, gérées et atténuées par le rachat de crédits carbone, c'est-à-dire un rachat de compensation par la construction, l'aménagement d'étangs, la régénération de forêts, des énergies renouvelables, le pâturage des moutons dans les rangs de vignes. Donc il faut savoir que Carbone Zéro est le premier programme international de certification accrédité concernant la réduction des gaz à effet de serre selon la norme ISO 14065, révisée en 2013 et incluse dans la norme ISO 14000 de management environnemental. Donc la Californie, le développement depuis 2003, l'Institut du vin et l'Association des producteurs de raisins de cuve de Californie ont développé un partenariat et créé l'Alliance viticole de développement durable de Californie. Donc, développement d'une certification comme CCOF ou LIVE est une réponse à la demande de l'industrie du vin qui a identifié les besoins d'approfondir ses pratiques de développement durable ainsi que de réduire les coûts. Donc, en Californie, il y a donc eu un code du développement durable qui a été développé, plus de 500 pages, ça fait vraiment un gros volume, a été rédigé. Donc il inclut des photos, des schémas, il comprend 227 fiches pratiques et 4 catégories correspondant à des degrés de certification différentes. D'ailleurs, la mise en place d'incitations financières de l'État, les constructions de caves à haute efficacité énergétique, a notamment permis de réduire un bilan carbone assez élevé dans ce pays qui fait partie des plus gros, on ne va pas dire pollueurs, mais c'est un peu le terme. Donc le Chili. Donc, son code de durabilité est très récent. Il comprend 17 points critiques supervisés dans un cadre de 119 critères, avec depuis 2012, ce qui est très récent, des pratiques dans les caves et au niveau social. Donc les 3 principes du durable sont vraiment couverts.
Et ce qu'il faut savoir aussi sur le Chili, mais enfin moi je vais laisser après ma collègue Irina en parler beaucoup mieux que moi, c'est un pays longiligne qui a une large palette de latitudes et de climats différents. Donc il a été isolé de ses voisins par une barrière naturelle, d'un côté le Pacifique, de l'autre la cordillère des Andes, le désert d'Atacama au Pérou, grâce auquel il s'est protégé du fléau du phylloxéra à la fin du 19e. Et c'est notamment grâce à cela qu'il a pu conserver de nombreux cépages de pieds francs, dont le fameux Carmener, originaire du Bordelais. L'institution vin du Chili a ressenti assez récemment le besoin de créer un code de durabilité et son saut dans le but de renforcer son image et de gagner en compétitivité, surtout sur les marchés du Royaume-Uni et des États-Unis, notamment aussi les pays nordiques. Donc un code à trois volets, 3 chapitres. Le vert pour les pratiques viticoles qui s'appelle Vinéard, donc axé sur les ressources naturelles, l'irrigation, le traitement des maladies, la production et la nutrition des sols, la biodiversité également. Le rouge pour les pratiques œnologiques, winery, axé sur l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau et le recyclage des déchets. Et enfin, l'orange pour les pratiques sociales, community, axées sur l'éthique, les conditions de travail, la qualité de l'air, le marketing et la consommation. Donc maintenant, on va passer à la Suisse. Ça peut étonner certaines personnes, mais la Suisse est véritablement un modèle de viticulture qui a été développé très tôt et qui s'appuie sur les bases de l'OILB, c'est-à-dire l'Organisation internationale de lutte biologique intégrée, qui a débuté juste après la guerre, vers 1957, et dont les principes et les lignes de conduite ont permis à la viticulture suisse d'atteindre un niveau vraiment proche du durable, si ce n'est que la Suisse est un pays qui est fait de petites, voire très petites exploitations, et que c'est très difficile de continuer au niveau du durable dans les directives, dans les caves, puisque ce sont de très petites structures. Donc l'agroscope de Changin a été mandaté par VitiSuisse en partenariat avec Ecolive, qui est un spécialiste du management environnemental, pour assurer la démarche opérationnelle du durable. Donc avec une charte durable, des critères de prérequis et des mesures durables qui ont été déterminés. Ils se sont également basés un petit peu sur le code californien pour réaliser ce code. Donc en France, des initiatives surtout régionales, des associations de vignerons, dont la plus connue Terra Vitis. Donc c'est une association de vignerons qui est née en 1998 dans le Bordelais. L'originalité de la démarche de viticulture intégrée repose sur un double contrôle qui permet de vérifier le respect du cahier des charges de l'exploitant, un contrôle interne par un technicien de groupement ou un conseiller viticole et un contrôle externe par un organisme indépendant des exploitations et des structures de coordination, et également la gestion d'une marque privée, Terra Vitis, valorisée par le biais de macarons, étiquettes et vignettes. Donc, consciente des enjeux environnementaux, certaines structures professionnelles régionales viennent d'établir aussi une charte dont les vignerons en développement durable, qui est basée sur 37 engagements et 4 axes, dont la gouvernance et la pratique managériale, les performances économiques, les responsabilités sociales et territoriales, les responsabilités environnementales. Donc, en France, la certification haute valeur environnementale a été décidée, en fait, est partie du Grenelle de l'environnement. Elle s'adresse à tous les produits agricoles et les vinicoles. Le décret et les 2 arrêtés présentant les modalités de la certification sont parus le 21 juin 2011
Et la démarche est progressive avec 3 niveaux d'application, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3 niveaux d'application. Seul, par contre, le 3e niveau permet d'obtenir la certification environnementale HVE. Donc le niveau 1, ce sont des prérequis pour accéder à la démarche. Les points du niveau 2 sont évalués sans pour autant être conformes. Le niveau 2, c'est un référentiel comprenant des obligations de moyens autour de 4 thématiques: la biodiversité, l'utilisation des produits phytosanitaires, la fertilisation et la gestion de l'eau. Et enfin, la toute dernière certification qui est concept de développement durable qui s'applique aux bâtiments, donc les bâtiments vitivinicoles également. Donc la certification HQE, haute qualité environnementale. Donc Joël a parlé tout à l'heure de Eco-Winery. Dans ce projet, le 5e module est destiné à suivre une cave depuis la conception du projet jusqu'à son aboutissement. Et en fait, la seule cave en France qui possède la certification HQE est Château Cheval Blanc, donc, que vous pourrez retrouver dans les leçons des modules. Donc un concept du durable basé sur 4 axes, donc l'éco-construction, l'éco-gestion, le confort et la santé, de ce qui permet donc des restrictions des impacts environnementaux, des conditions de travail saines et confortables, la conception respectueuse de l'environnement, la durabilité bien sûr et très probablement très bientôt la biodiversité. Donc tout cela a déjà été... Enfin, il y a aussi Gregory V. Jones qui nous vient de l'Oregon Université et qui est un expert sur les effets des variations climatiques en viticulture, qui a établi une enquête comparative du développement durable dans le monde, donc basée sur une étude à base d'un questionnaire. Donc, elle a d'ailleurs été présentée au congrès de l'OIV à Porto en 2011. Et donc ce sont 1305 questionnaires qui ont été envoyés partout dans le monde par le biais du web et qui ont été remplis par plus de 25 pays, dont 68% de viticulteurs. Il en est ressorti que les pays les plus préoccupés par le problème de la durabilité sont la Nouvelle-Zélande à 68%, les États-Unis 43%, l'Europe 35%, l'Argentine, le Chili 29%. Et bien que les éléments principaux de l'amélioration de la durabilité aient été jugés différemment en fonction du contexte des pays, on constate une différence intéressante entre les pays en fonction du contexte local surtout. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il est important de prendre la viabilité économique comme un aspect essentiel de la durabilité dans le futur. Bien sûr, c'est l'économie qui tient tout. Et enfin, 4 types d'avantages ont été identifiés. Donc le coût réduit des intrants, l'amélioration de la qualité des vins et l'état sanitaire du vignoble, également la conformité aux réglementations environnementales. Donc en fait, le durable peut se traduire en quelques normes. Donc l'ISO 26000, le management sociétal, l'ISO 14001 pour le management environnemental et l'ISO 9001 pour la qualité produit qui revient à l'économie du produit. Finalement, donc, la seule reconnaissance commune dans le monde reste les normes ISO. Chaque volet du durable peut être représenté par l'une d'entre elles et à l'intersection des volets, le développement durable qui peut lui-même être représenté par la norme haute qualité environnementale. Donc, pour conclure, on se rend compte qu'il y a de nombreux pays qui sont en démarche intégrée en marche vers le durable, comme par exemple Vinatura en Suisse, qu'il y a des stratégies très différentes en fonction du contexte pays. Donc, comme Joël l'a dit tout à l'heure, on met en garde également contre le greenwashing et une approche produit de l'affichage environnemental à partir de l'analyse du cycle de vie que ma collègue va présenter tout à l'heure. Donc cette étude traduit donc une différence notoire entre les vignobles européens et ceux du monde, pour lesquels les enjeux d'exploitation privilégient les attentes des consommateurs, de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement.
Globalement, la viticulture, dans son approche intégrée, a souvent constitué de fondements élémentaires des stratégies souvent associées à l'export, comme en Afrique du Sud, ou encore à des ONG, comme en Californie. La plupart des cahiers des charges font l'objet d'un processus d'évaluation multicritère. En croissance constante depuis 20 ans, les vins du Nouveau Monde se sont imposés sur le marché grâce non seulement à leur compétitivité, mais aussi en ayant su s'adapter rapidement aux problèmes environnementaux. Le point fort de ces pays a été d'associer des conditions climatiques favorables, une grande régularité, de faibles coûts de production et des surfaces viticoles gigantesques, à un packaging moderne et une réglementation souple. En fait, le problème pour la France, c'est la France, quand on en parle, c'est la France des millésimes et des 450 appellations d'origine contrôlée. La contrainte de l'AOC réduit considérablement les moyens de lutte contre les effets du changement climatique, surtout pour les vins du Sud. C'est pourquoi il est généralement nécessaire de s'intégrer dans une démarche de groupe. Parallèlement, l'approche réseau permet de conforter avec plus de sérénité les choix, de concrétiser les démarches collectives parfois indispensables, comme la confusion sexuelle, l'aménagement de coteaux, la gestion des déchets ou la conception des caves. Mais au final, comme le souligne Gregory V. Jones, c'est le consommateur qui, par ses choix, influence les activités des entreprises et leur impact sur l'environnement. Je vous remercie.